Bonjour, merci de cet entretien. Donc, Gérard Chapion, vous êtes vice-président élu de la région Grand Est, vice-président chargé de la formation et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, président de la commission emploi-formation de l'ARF. Et c'est à ce titre-là, c'est très important pour nous d'avoir le point de vue, la vision de l'ARF. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, il y a un nouveau contexte depuis quelques années, comment, au fond, vous définiriez le rôle de la région, le rôle des régions en matière de formation professionnelle? Bonjour, M. Drôle, très heureux de vous accueillir dans mon bureau ce matin. Oui, d'abord, je crois qu'il faut repartir un peu sur une base historique. L'AFPA fête ses 70 ans, elle est née juste après la guerre. Et je pense que c'est un point important, parce que c'est une époque où il fallait reconstruire. Il fallait reconstruire sur le plan béton, sur le plan... Mais il fallait reconstruire aussi les hommes et les femmes de notre pays. Et pour reconstruire les hommes et les femmes de notre pays, il fallait passer par un effort de formation tout à fait extraordinaire. Et je pense que la naissance de l'AFPA, l'évolution de l'AFPA au travers de cette période extrêmement difficile était un signe très fort d'une volonté politique d'élever le niveau de formation de notre pays et de redonner aux femmes et aux hommes de notre pays une certaine confiance en eux et une volonté de progresser. Ouais. C'était cet escalier social et pas l'ascenseur, escalier social qui permettent, à des personnes qui n'ont pas eu, du fait même de la guerre, la possibilité de se former, eh bien de pouvoir accéder à cette formation. 70 ans plus tard, qu'en est-il ? Les choses ont bien évolué, le nombre de personnes formées dans notre pays a beaucoup augmenté, les différentes lois ont conforté finalement ce domaine de la formation. Est-ce qu'on en est encore au système de 1946 ? Je crois que dans l'esprit, il faut y revenir. Je pense que dans l'esprit, il faut y revenir. Aujourd'hui, le monde évolue à une vitesse extrêmement rapide, les technologies évoluent à une vitesse extrêmement rapide. Nous avons besoin de gens formés, de gens qui sont capables d'évoluer avec dans leur métier avec ces nouvelles technologies. Et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait l'effort, nous ne faisons pas l'effort national qui doit être le nôtre en direction de la formation. Souvent, la formation est considérée comme une dépense. Quand considérons-nous que la formation est un investissement ? À partir du moment où nous devons considérer que c'est un investissement, les régions ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce que les régions ont, du fait des évolutions législatives, la compétence de la formation, et en particulier la formation des demandeurs d'emploi. Donc nous avons une responsabilité en tant que région vis-à-vis de nos mandants, finalement des personnes qui vivent dans notre région. Nous avons une responsabilité pour les emmener à un niveau supérieur, pour les faire progresser dans leur niveau, ou les faire intégrer un système. Nous sommes dans un pays où la culture du diplôme est extrêmement forte. Donc nous avons des gens compétents, et je peux vous en parler dans les Vosges, où nous avons des gens qui sont extrêmement compétents, très peu qualifiés. Aujourd'hui, la qualification est nécessaire, elle est obligatoire. Et je pense que les régions ont une carte extrêmement forte à jouer qui sera déterminante pour l'avenir même du secteur des régions. Alors il y a des partenaires évidemment de la formation. L'AFPA est un des partenaires essentiels. D'ailleurs, je crois que globalement, l'ensemble des régions françaises le prouvent par l'investissement qui est fait dans les formations AFPA au niveau national par rapport à ce que d'autres font. Donc soyons clairs, je crois que c'est de l'ordre de 400 millions d'euros qui sont investis chaque année, je dis bien, chaque année au travers des formations AFPA. Pourquoi au travers des formations AFPA ? Parce que l'AFPA a une représentation nationale, a une implantation nationale, parce que l'AFPA a des compétences propres, parce que les personnes elles-mêmes de l'AFPA ont acquis des compétences professionnelles. Et pour moi, c'est extrêmement important. Qui transmet mieux ses compétences qu'un professionnel qui vient lui-même enseigner, lui-même donner cette capacité finalement d'élever le niveau de ses collègues, qui connaît mieux la situation d'un outilleur qu'un outilleur qui lui-même transmet son savoir. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. L'AFPA a une autre qualité, bien parmi d'autres, mais une qualité, c'est que l'AFPA sait accueillir aussi au travers de l'hébergement. Or, on sait aujourd'hui que la mobilité, et dans les régions, on le vit parfois douloureusement, la mobilité c'est un problème, est une difficulté
que l'on rencontre en quasi-permanence, en particulier pour les niveaux de qualification les moins élevés. C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif c'est les niveaux de qualification les moins élevés, parce que des gens n'ont pas eu la possibilité, ou à un moment donné, ou n'ont pas su l'apprendre à un moment donné, mais peu importe, de prendre cette capacité à élever le niveau de qualification. Donc je pense qu'il y a entre les régions qui ont cette compétence et cette responsabilité, et l'AFPA qui est un outil extraordinaire, qui est un outil du fait même de son histoire, qui est un outil extrêmement bien implanté sur l'ensemble du territoire. Il y a un jeu au sens noble du terme à jouer entre ces deux partenaires. Je pense que c'est un partenariat. Je pense qu'il n'y a pas il faut pas le voir comme étant la capacité ou pas de donner finalement, d'être un donneur d'ordre à un organisme de formation. Je crois que ce n'est pas dans ce système que l'on se place. On se place dans un système dans lequel il y a la volonté politique d'élever le niveau de qualification des personnes de son secteur, et en même temps il y a l'AFPA et d'autres organismes. Je ne veux pas opposer les organismes privés, la formation privée à l'AFPA, d'autres organismes. Mais l'AFPA est un acteur essentiel, un maillon essentiel de cette capacité. Si je creuse un peu sur le rôle des régions, comment vous voyez le rôle des régions en termes de future cartographie de l'offre, c'est-à-dire de guider les opérateurs de formation pour qu'à la fin il y ait des bons choix, et puis en termes d'orientation? Alors, en termes d'offres, je crois que les régions sont confrontées à un problème nouveau, une difficulté nouvelle. Je parle en tant que vice-président du Grand Est. Nous avions 3 régions, l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne. On a un territoire qui est environ 1,7 fois la Belgique. Donc c'est un territoire énorme. Comment fait-on pour, au niveau d'une région, savoir depuis Strasbourg ce qui se passe à Givet dans les Ardennes? Donc il faut que les régions se régionalisent. C'est un peu redondant, mais il faut que les régions aient pour être efficaces, il faut une action de proximité. Il faut des actions par des territoires. Il faut des actions sur des territoires dans lesquels il y a une homogénéité, dans lesquels il y a des bassins d'emploi qui correspondent à la sidérurgie, qui peuvent correspondre au textile, en particulier dans les Vosges, et par exemple. Mais il faut qu'il y ait cette capacité de pouvoir, à la région, de pouvoir identifier sur les territoires. Donc il faut, et c'est ce que nous faisons au niveau de la région Grand Est, Philippe Richert l'a souhaité, il faut que nous ayons des agences locales, départementales approximativement, parce qu'en fait, il y aura donc 12 agences pour 10 départements sur la région Grand Est, qui seront des points d'ancrage dans lesquels il y aura des équipes responsables, en particulier de la formation, et qui seront là pour être finalement les récepteurs de l'ensemble des besoins d'un territoire, et de pouvoir orienter effectivement vers les organismes de formation, de façon à ce qu'il y ait, dans le cadre de ce partenariat, la réponse appropriée aux problèmes qui sont ceux des régions. Donc à la fois, il y a l'éloignement peut-être qui a été voulu par le législateur, allez, faisons court, et puis il y a le besoin et la nécessité de proximité qui peut se résoudre par ce biais. Or, l'AFPA est partout. Voilà, donc c'est pour moi, on va être propriétaire dans quelques semaines. Et vous allez être propriétaire dans quelques semaines à travers de cette épique qui est en train de se faire. Je rappelle, je le dis, je l'ai déjà dit, vous le savez bien, pour moi l'épique est une solution évidente, mais c'était non seulement une solution, mais c'était une volonté de l'ensemble des régions de France de créer cette épique, de façon à ce qu'effectivement on puisse, dans un premier temps, stabiliser peut-être la situation de l'AFPA, mais dans un deuxième temps, avoir une vision qui soit justement une vision beaucoup plus régionale. Pour autant, il faut garder au niveau de l'AFPA une vision nationale. Tout à fait. Tout à fait. Et finalement, vous avez vu l'évolution suite à tous les débats avec Bruxelles et le Conseil d'État. Comment vous jugez l'atterrissage avec un EPIC et 2 filiales? Je pense qu'on a perdu du temps. Je vous le dis très, très clairement, je pense qu'on a perdu du temps, parce que dans les premières discussions que nous avons pu avoir au mois de juillet, les régions de France avaient indiqué qu'il y avait un certain nombre de difficultés par rapport à la création, non pas dans le sens je viens de le dire, l'EPIC, on est tous d'accord, mais dans le sens finalement des normes nécessaires, etc., concernant cette EPIC. Et bien, je regrette que le gouvernement ait eu une vision
vision un peu fermée et que le Conseil d'État a été obligé de sanctionner quelque part cette vision fermée. On a perdu du temps, c'est dommage, on a perdu 6 mois pour revenir à une proposition qui avait Donc, été mais celle des régions. l'important, c'est que l'atterrissage vous convienne. Voilà, l'important c'est qu'aujourd'hui l'atterrissage est là. Je pense que maintenant on peut partir sur des bases qui correspondent bien avec à la fois cette EPIC, à la fois ces 2 filiales, et ces 2 filiales ont un rôle important à jouer dans 2 secteurs bien différents, avec d'un côté les compétences demandeurs d'emploi et tout ce qui est emploi de demandeurs d'emploi de longue durée et de très longue durée, et puis de l'autre côté finalement ce secteur concurrentiel, et c'est important le secteur concurrentiel, c'est important, et c'est important pour l'AFPA elle-même et pour les personnels de l'AFPA, parce qu'ils restent en contact direct avec les entreprises. Tout à fait. Je reviens sur la région. J'évoquais juste l'autre dimension de le rôle. Comment voyez-vous le rôle de la région en termes d'orientation? Évidemment, c'est le lien avec Pôle emploi et tous les conseillers en orientation qui se déploient maintenant. D'abord, l'orientation en France, c'est un mot qui a je ne sais pas quelle signification ça a en France, c'est l'orientation. Parce que l'orientation, ça commence dès le départ. Très jeune. Ça commence dès le départ. Et l'orientation, elle est confiée à l'éducation nationale au travers des CIO. Ouais. Or, on se rend compte aujourd'hui, mais je crois qu'on se rend compte depuis longtemps, mais on ne va peut-être pas l'admettre, on se rend compte aujourd'hui que dans les CIO, nous avons des gens qui sont bien, il n'est pas question de mettre en cause la qualité de ces personnes, ce sont des psychologues de l'éducation nationale. Et je pense que tant que nous n'aurons pas décidé d'ouvrir les CIO avec un collège d'éducation nationale, mais véritablement les profs, véritablement les enseignants, qui sont directement concernés par ces sujets. Un deuxième collège dans lequel nous ayons les entreprises, et un troisième collège dans lequel nous ayons des personnalités qualifiées, des organismes de formation, des parents d'élèves, etc., de façon à ce que le jeune, quand il fait un choix, eh bien, il sache que ce choix, il le fait en toute connaissance de cause par rapport à des moyens de formation qui existent. Et finalement, l'orientation, c'est le problème des passerelles. Il ne faut pas que nous ayons, il faut que nous cessions d'avoir dans notre pays un système dans lequel nous sommes dans des tuyaux, et on est parti dans la formation générale, donc on terminera dans la formation générale, on est parti dans l'apprentissage, donc on fera de l'apprentissage jusqu'au terme de sa formation, ou on fera après de la formation professionnelle continue parce qu'on n'a pas fait ni l'un ni l'autre. Voilà, donc, et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons cette capacité à faire évoluer le système de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, moi je souhaite que dans les lycées professionnels, sur lesquels il faut que nous ayons une réflexion très forte, entre les lycées professionnels, les CFA et la formation continue. Parce que je souhaite, c'est ce qui se passe dans les lycées agricoles. Dans les lycées agricoles, vous avez à la fois la formation initiale au travers du lycée, vous avez les formations par apprentissage, et vous avez la formation continue à l'intérieur même du système agricole. Eh bien, je pense que l'avenir passe par un système qui soit un système global, et que finalement, quand on passe près d'un établissement en France, même pendant la période d'été, on voit de la lumière, parce qu'il y a de la formation continue qui se fait en proximité, parce que l'AFPA est capable d'utiliser les plateaux techniques qui sont mis à disposition par les régions, que les CFA peuvent utiliser le plateau technique du lycée, et le lycée, les plateaux techniques. Ça permettrait d'avoir des investissements plus maîtrisés, et non pas des investissements qui soient éclatés. Et ça permettrait aussi de pouvoir répondre aux problèmes de mobilité et aux problèmes de formation véritablement à proximité des entreprises. Aussi bien, je vais dire, sur la partie non concurrentielle que sur la partie concurrentielle. Mais le parallèle que vous faisiez tout à l'heure entre la période actuelle et ses besoins en qualification et l'après-guerre est intéressant. C'est peut-être pas les mêmes, moi je adhère totalement, c'est peut-être pas les mêmes qualifications, mais il y a un besoin immense face au bouleversement des métiers. Et vous savez, un des slogans de l'AFPA, c'est on a tous droit à plusieurs vies professionnelles. C'est les passerelles dont vous parliez. Donc je pense qu'il y a... l'AFPA peut jouer effectivement un rôle clé pour faire ses rebonds, parce que si chacun doit faire plusieurs métiers dans sa vie, il faudra se requalifier. Il faudra se requalifier. Donc beaucoup se joue au début, la première orientation, mais ensuite il y a des orientations tout au long de la vie. Tout à fait. Il est certain qu'aujourd'hui, on ne fera pas toute sa carrière dans la même entreprise. D'une part, et on ne fera pas toute sa carrière avec le même métier. Donc il faut à la fois pouvoir avoir cette capacité de s'adapter à un changement d'entreprise, du reclassement, quelque part, et puis de la reconversion, c'est-à-dire je change de métier. Et là, nous avons besoin d'une symbiose en fait entre l'ensemble des systèmes, parce que chacun peut apporter
doit apporter sa pierre. Et évidemment, en formation continue, on est surtout sur la formation continue à cet instant de la vie, eh bien je pense qu'il faut que les portes puissent s'ouvrir très, très facilement. Et c'est un des points sur lesquels la loi de 2014 était intéressante. C'est le libre choix, la capacité pour un individu de choisir son parcours professionnel. Bon, il s'avère que pour d'autres raisons, mais ça c'est un peu la tendance française, on ouvre les portes et puis hop, tout de suite après on commence à refermer les portes et ça devient de plus en plus difficile d'accéder à ces... Mais cette idée de se dire, dans le fond, dans mon parcours, j'ai la possibilité, j'ai le droit et j'ai la capacité de pouvoir me réorienter, de pouvoir changer de vie, à la fois professionnelle et de vie finalement, parce que la vie professionnelle et la vie personnelle, quoi qu'on en dise, sont étroitement liées, et bien parce que j'ai travaillé pendant tant de temps dans une entreprise de nuit, mais j'ai envie finalement de faire un autre métier et de faire ce métier de jour, et bien que tout ça ce soit possible. Et là, il faut... Et c'est là où le lien entre les organismes de formation, dont bien évidemment l'AFPA et la région, sont importants. Parce qu'il faut que nous ayons une réactivité extrêmement forte et que nous ayons, au travers de difficultés que nous avons par rapport au nombre extrêmement important de gens qui frappent à la porte et qui ont des besoins de formation, il faut que nous sachions répondre en nombre et en qualité, c'est-à-dire en fait en individualisation. Et celui qui vous le dit, c'est celui qui a voulu créer le contrat de sécurisation professionnelle en 2011. Et ce qui a montré en fait une capacité de remettre à l'emploi, de ramener à l'emploi des gens qui étaient éloignés. Et l'AFPA avait toute sa part dans cette solution. C'était AFPA Transitio à l'époque, AFPA Transitio qui a montré, je le dis parce que qui a montré véritablement, au travers de cet exemple qui était au départ limité, qui ensuite a été un peu dévoyé, il faut le reconnaître, par un autre organisme en particulier, mais moi je le regrette, parce qu'AFPA Transition a fait sur les territoires, et je peux dire sur mon territoire, ce secteur où je suis élu, je peux vous dire que AFPA Transition a fait un travail extraordinaire dans un lieu où on a un taux de chômage qui est supérieur à 10%, et vous arrivez à 60% de remise à l'emploi, bien chapeau. Cette activité, historiquement, AFPA Transition devient aujourd'hui un des pôles transition professionnelle de l'EPIC pour poursuivre ce travail dans des conditions pas simples, parce que le marché sur ce domaine est tel que les prix ont une tendance à aller vers le bas et découragent pas mal d'opérateurs, mais c'est socialement très important, je suis d'accord. C'est socialement très important, et je pense il faut pas, je crois qu'à un moment donné, il faut le dire, Pôle emploi a traité un nombre extrêmement important de personnes en demande d'emploi, beaucoup trop important, il sera toujours trop important. Là, on atteint des sommets, et bien que Pôle emploi fasse ce travail sur ces gens pour les guider, pour les orienter. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont fait ce travail, et bien que l'on laisse les opérateurs véritablement conclure finalement et passer de la phase de préparation à la phase action dans laquelle le demandeur d'emploi va retrouver son job. Oui, parce que comme vous le savez, on est en train de le déployer. Entre cette préorientation, je ne sais pas quel mot employer, et puis l'entrée dans une action de formation, il y a des validations, il y a un positionnement à faire, il y a s'assurer que la personne a bien choisi. Oui. Et on propose souvent d'aller passer quelques heures, quelques journées d'immersion dans le plateau technique, qui est un peu une reproduction de l'entreprise, pour se dire c'est bien ça ce que vous voulez, parce que pour le système, pour tout le monde, quelqu'un qui quelques mois après s'aperçoit que c'est pas la bonne forme, c'est pas le métier qu'il voulait, ça c'est un gâchis collectif. Donc il faut le valider. Oui. Alors je reviens sur l'AFPA. Finalement, les régions sont l'acteur principal aujourd'hui en France pour la formation. Donc pour l'AFPA, votre voix est la plus importante. Donc tout ce que vous pensez sur l'AFPA, c'est très important pour nous. Quelle demande, quelle exigence, quel conseil, quelle recommandation, sur quel point vous souhaiteriez que l'AFPA s'améliore? L'AFPA n'est pas parfaite, il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien, comme partout. Qu'est-ce que vous souhaitez comme évolution de l'AFPA? Vous savez, je suis un peu basique finalement. Et donc, ce que je considère, c'est le résultat. C'est quel est l'organisme qui apporte à la fois l'accompagnement, qui apporte souvent l'hébergement, et qui conduit à l'emploi. Voilà. Donc je pense que c'est ces critères qui doivent être des critères majeurs. Alors, je ne parle pas des préqualifications qui sont nécessaires et sur lesquelles on ne peut pas avoir non plus les mêmes exigences, mais qui sont dans le parcours. Mais je pense que si à partir du moment où nous avons ces critères, eh bien, moi j'attends de l'AFPA effectivement qu'ils répondent à ces critères. C'est-à-dire eh bien, que nous puissions suivre ensemble l'évolution de la formation,
que nous soyons capables ensemble de déterminer les points faibles, mais aussi les points forts, bien évidemment, de ces formations, de façon à ce que, au fur et à mesure de cette adaptation permanente et accélérée que nous vivons aujourd'hui, eh bien que l'AFPA soit en mesure, elle aussi, de répondre de façon très, très fine et très directe au travers des formations qui sont faites. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque du catalogue de formation. Le catalogue de formation, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. C'est le lien directement entre la personne. Alors, le numérique peut être un des points de lien, ce qui n'exclut pas évidemment le face-à-face, mais le numérique fait partie aussi de l'ensemble des formations. Et il faut que nous ayons cette capacité, nous, régions, eh bien, de dire, allez-y, avancez dans le numérique, allez sur ces nouveaux métiers qu'on ne connaît pas forcément, mais pour lesquels il sera nécessaire d'avoir les bases du numérique. Donc donnons toutes les bases nécessaires, apportons des socles de compétences aux personnes qui sont dans cette situation, de façon à ce qu'au moment où il y a une opportunité, on ait juste à ajouter la case professionnalisante ou professionnalisation. Et ça, je pense que c'est un problème de réactivité et de confiance entre les acteurs. Bon, merci de cette confiance dans l'AFPA, mais encore une fois, la confiance va avec l'exigence. Donc, avec merci de votre l'exigence. exigence aussi, parce que finalement, on aime bien dire à l'AFPA que ce qui compte pour nous, c'est l'utilité sociale et donc le taux d'accès à l'emploi à 6 mois. Et que Oui. si je pousse un peu le raisonnement, moi j'aimerais mieux ne pas être payé pour quelqu'un qui ne va pas à l'emploi, et qui doit être payé un peu plus évidemment pour celui qui va à l'emploi, parce que la formation c'est une machine, Oui. l'AFPA doit être une machine pour ramener sur l'emploi. Si ça tourne à vide, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc c'est cette orientation, ce cap, cette boussole vers l'emploi. La formation pour la formation, ça ne sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. La formation, elle doit déboucher effectivement sur une progression dans l'intérieur d'une entreprise, sur une nouvelle carrière, sur un diplôme qui va ouvrir d'autres perspectives ou vers d'autres diplômes, vers d'autres qualifications. Formation pour la formation ne sert à rien. Et aidez-nous aussi, parce qu'il faut absolument qu'on réussisse à faire passer dans notre monde actuel que la formation est un investissement. Oui, Moi, j'en ai assez d'entendre que la formation est une dépense. J'en ai assez d'entendre de dire qu'on dépense 32 milliards n'importe comment. Dans ces 32 milliards, il y a aussi les lycées professionnels, il y a aussi les enseignants, il y a des choux et des carottes. Que l'on arrête de dire ça. La formation professionnelle sur laquelle nous pouvons ensemble jouer, sur laquelle l'ensemble des acteurs peuvent s'impliquer, c'est environ, 6 milliards. Oui. C'est à peu près cette somme-là. Alors, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et nous avons un devoir de ce 6 milliards d'argent public soit investi de façon intelligente au travers du développement des formations. Mais qu'on arrête de dire des bêtises sur un sujet qui est aussi grave et qui est finalement l'avenir non seulement des personnes que vous avez en charge et que nous avons en charge, partageons cette responsabilité, mais en fait, et que finalement, qui sont l'avenir aussi de notre pays. Oui, tout à fait. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, la formation, c'est un sujet sur lequel presque tout le monde est d'accord. Donc c'est pas un sujet clivant en France. Oui. Et donc finalement, tout le monde est d'accord, mais on passe à autre chose, quoi. Et alors que ça devrait être peut-être un lieu de consensus national, au fond. Peut-être est-ce que la formation est un système un peu complexe. Peut-être. Et que, très objectivement, et que dans cette complexité, certains ne s'y retrouvant pas sans un travail un peu approfondi, eh bien, ont cette tendance à rejeter ou à oublier ou à passer à autre chose, parce qu'effectivement, le monde de la formation est un monde trop complexe. Il faut qu'ensemble, là aussi, nous arrivions à avoir une évolution qui soit vers plus de simplification. On n'est pas parti pour, je le dis très clairement, parce que les organes qui ont été mis en place ces derniers temps sont des créateurs de complexité. Et nous devons lutter contre cette complexité. Un homme, une formation, une entreprise. C'est le triptyque. C'est le triptyque. À nous de savoir résoudre en fait ce triptyque pour le bien-être et pour le bien-être à la fois de la personne, mais je le dis véritablement de notre société. Mais vu du point de vue de l'AFPA, on a vraiment besoin de ce guidage, ce dialogue, ce partenariat avec les régions. Si je prends l'exemple du numérique, nous aussi engagés à fond, on a créé une plateforme, on travaille avec des startups, on essaie de revoir notre pédagogie, mais ça doit être une réflexion commune, Oui. parce que finalement, il faudra bien un jour ou l'autre que dans les appels d'offres régionaux,
ces opportunités qu'offre le numérique, pas seulement pour apprendre le numérique, mais aussi pour avoir une pédagogie différente autour d'un triptyque, période en alternance, période éventuellement à distance avec des outils, et puis période de regroupement, cette fois à proximité, d'où notre maillage territorial. Mais il nous faut inventer une pédagogie du multimodal, mais pas du e-learning comme d'autres il y a 10 ans, parce que ça ne marche pas. J'ajouterais un 4e point, c'est l'immersion en entreprise. Oui, c'est ça, même pas d'entreprise. Il faut vraiment le mettre. C'est fondamental. C'est fondamental, il faut absolument qu'on ait cette immersion en entreprise. Là, je dirais, vous évoquiez l'après-guerre, mais on ne fait que répéter ce qu'ont dit nos grands anciens, puisque, au fond, dès l'après-guerre, l'AFPA organise l'alternance. Donc, au fond, pour moi, l'AFPA, enfin, je ne dis pour rien, l'AFPA a inventé dans l'après-guerre l'alternance, alors que ça n'était pas du tout la pratique avant, quoi. Et donc, c'est fondamental, parce que c'est un retour réel. Alors, on s'efforce dans l'AFPA de reproduire les situations de travail, mais ça n'est qu'une reproduction. Il faut aussi aller dans le vrai. Voilà. Il faut aussi dans la vraie vie, et, parce qu'il y a besoin de ce contact aussi avec l'ensemble des équipes à l'intérieur même d'une entreprise. Il y a la connaissance, mais il y a aussi il y a le savoir-être et le savoir-faire. Bien sûr. Je pense que les deux sont importants. Mais vous avez aussi cette force en région, c'est-à-dire que vous avez les directeurs régionaux, que je connais mieux celui Grand Est évidemment, mais que je connais depuis déjà maintenant un certain nombre d'années. Mais il y a cette j'allais dire complicité au sens noble du terme. C'est véritablement que l'AFPA doit aussi être un système d'alerte en disant voilà ce qui se passe sur notre territoire aussi, ce que nous ressentons par rapport à l'évolution des formations. Et les régions sont là aussi. Et je pense que c'est aussi une des capacités des régions pour innover et pour expérimenter. Et là, les portes sont ouvertes à l'innovation, à l'expérimentation, avec l'ensemble bien évidemment de la formation. C'est pas restrictif avec tous les partenaires, mais les partenaires, et ça demande évidemment une application forte, mais innover et expérimentons. Vous parlez d'alerte, ça me fait rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit en termes d'alerte, c'est qu'on a des métiers où les gens trouvent très facilement du travail, on en est ravis. Mais cette aspiration prouve qu'il y a des goulots d'étranglement, ce qu'un certain nombre d'observateurs ne veulent pas admettre, mais c'est la vérité. Il y a des goulots d'étranglement, et s'il y a un peu de reprise, il y en aura encore plus. Donc de ce point de vue-là, le plan 500 000 est un petit peu fluidifié. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont été mis au mouvement, qui étaient dans une file d'attente, au fond, et qui à tout coup ont été remis au mouvement, mais tous n'ont pas allé jusqu'au bout de la formation. Donc la question qu'ils nous posent, la question qu'on se pose, c'est au fond, comment on va faire pour l'après-plan 500 000 ? Alors évidemment, je vois bien toutes les échéances de l'année prochaine, mais c'est une question qui nous est posée, et qui est posée aujourd'hui par un certain nombre de stagiaires, et qui est importante, je pense, pour... Ils ont raison. Ils ont raison, puisqu'en fait, ils sont dans un parcours. Oui. Ils sont dans un parcours. Si demain, on leur dit, votre parcours s'interrompt parce que... pour des raisons ou politiciennes ou financières, ou les deux d'ailleurs conjuguées. On va pas on va pas sortir de cette affaire-là, mais ils ont raison. En fait, quand vous êtes dans un parcours, le pire pour ces gens qui ont fait un effort, parce qu'en fait, ils font des efforts des efforts sur eux-mêmes, des efforts familiaux, des efforts, parfois même des efforts financiers. Je rappelle que les familles investissent 1,4 milliard chaque année dans la formation. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il y a des... Oui, et s'il y en a, l'AFPA, oui. Ça veut bien dire qu'il y a un investissement fort, une volonté. Vous n'avez pas le droit de trahir cette volonté, cet investissement. Il faut véritablement que... Et là encore, on est dans la notion d'investissement. On n'est pas dans la notion de dépense. Il faut se dire que les sommes qui sont investies à cet instant, qui seront investies dans les 6 mois qui viennent, puisque c'est dans les 6 mois qui viennent, on est sur c'est bizarre comme échéance, mais c'est comme ça. On est dans les 6 mois qui viennent, les sommes qui sont investies, elles seront productives parce que ces gens vont retrouver un emploi, ou parce que ces gens vont monter en qualification, ils vont être des créateurs de richesse. Et ils vont être dans la société, ils vont prendre toute leur place et ils vont recréer de la richesse, et ainsi de suite. Donc c'est cela qu'il faut qu'on pense. Il faut qu'on considère que cet effort qui est fait, qui est un effort national, eh bien c'est un investissement avec un retour sur investissement dans les 18 mois qui viennent. Non, ça nous ouvre de belles perspectives pour l'avenir. Merci de votre disponibilité et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.